Bonsoir Richard. Bonsoir, ça va? Bonsoir professeur Héroux. Bonsoir. Vraiment content de vous retrouver. J'ai cru bon de vous mettre ensemble ce soir parce que plutôt que de traiter du même sujet ou des mêmes sujets de façon séparée, je me suis dit pourquoi pas les mettre ensemble puis faire un genre de mini-panel avec les sujets qu'on va aborder ce soir. On n'est pas trop de deux avec l'énergie que tu as ce soir. Non, effectivement. Moins d'un an après avoir mis sur pause en raison du fiasco de sa clique, la SAC a décidé de relancer son projet de reconnaissance faciale pour la gestion de sa banque de photos de citoyens. Je vous ai préparé une petite vidéo qu'on regarde à l'instant. On se souvient tous du fiasco de SAC-Clic en avril dernier. Près d'un an après le lancement de sa plateforme, la Société d'État veut poursuivre son virage numérique. C'est pourquoi elle relance son projet de reconnaissance faciale, mais ça soulève plusieurs enjeux de vie privée. Claudie Côté. C'est une tempête dans un verre d'eau, ça. Éric Kerr refuse de dire que le projet de reconnaissance faciale reprend du service à la SAC. Et pour la SAC, c'est de faire du ménage dans ses banques de photos. C'est qu'il s'agit pour la SAC d'éliminer les doublons. Ça ne concerne pas juste un ménage de banques de photos. Ultimement, ça peut servir pour l'identification numérique et ouvrir la porte à toute une panoplie de services gouvernementaux. Moi, j'aimerais, avant qu'on procède, avoir une analyse sérieuse de la capacité de l'État québécois à véritablement protéger ses données personnelles et sensibles. Que ce soit Éric Kerr qui soit responsable, est-ce que ça ajoute à votre... Poser la question, c'est y répondre. Il y a deux choses sur la reconnaissance faciale dont je vais te parler. Un, les impacts négatifs que ça a sur les Noirs, et deux, sur la vie privée. En 2019, aux États-Unis, il y a eu une étude nationale qui a étudié une centaine d'algorithmes de reconnaissance faciale. Conclusion, les Noirs, les Asiatiques, les Métis, les risques d'erreur sont plus élevés. Parce que la reconnaissance... Ça n'a pas été fait pour ça. Je veux parler des impacts de ce qu'on appelle les faux positifs. Ça veut dire que si l'algorithme n'a pas une image qui te correspond dans sa base de données, l'intelligence artificielle va en créer une image. Et les études américaines démontrent que ces faux positifs sont plus élevés chez les hommes noirs que chez les hommes blancs. Comme par hasard. Bien, ça n'avait pas été pensé de même. Faux positifs encore plus élevés chez les femmes noires. Pire que ça, 10 à 100 fois plus de faux positifs chez les femmes noires de plus de 65 ans ayant ce qu'ils appellent des traits d'Afrique de l'Ouest. Puis là, la SAC, qui n'est pas reconnue pour sa grande efficacité, veut implanter ça à la grandeur du Québec. C'est comme si les Noirs, c'est une marge d'erreur qui est acceptée. Donc, malgré ces erreurs plus élevées chez les Noirs, le gouvernement va aller de l'avant puis il nous dit, vous les Noirs, on sait que vous êtes plus susceptibles d'être victimes d'erreurs, mais on s'en fout. Finalement, vous ne comptez pas trop. Moi, ce que je reçois comme message, vous les minorités visibles, vous êtes une espèce de pourcentage d'erreurs acceptable et accepté. Pour moi, c'est un affront. Une claque en pleine face. Concrètement, Paul, si moi, je suis victime d'une erreur de la SAC et son algorithme produit une image qui ne correspond pas à ma face, je me vois déjà en train de me démener toute seule dans un dédale inimaginable pour faire corriger l'erreur. Pendant ce temps-là, il arrive quoi? Je peux conduire ma voiture ou pas? Puis corriger l'erreur va prendre combien de semaines, combien de mois? Ça n'a aucun bon sens. Puis là, j'arrive avec les impacts sur la vie privée. Mon problème, c'est la conservation des données. Un pirate informatique, il met la main sur ces millions de données de reconnaissance faciale. Je me suis dit, il pourrait utiliser mon visage avec l'intelligence artificielle, prendre ma voix, se faire passer pour Régine Laurent, arnaquer d'autres personnes, et moi, je suis encore là, toute seule pour me défendre. Puis je rappelle que la présidente de la Commission d'accès à l'information, elle a dit en 2021 que sans encadrement adéquat, la reconnaissance faciale est donc susceptible d'avoir des impacts considérables sur la vie privée et d'autres droits des individus. Avec ce que veut faire la SAC, si le gouvernement va de l'avant, on n'aura pas le choix que de s'y soumettre pour pouvoir conduire sa voiture. Donc, je suis pogné pour être là-dedans. Charles, t'en penses quoi de l'analyse de TVA avec... Analyse? Prends pas des grands mots. TVA égale la promotion de l'imbécilité de ce qu'on vit. Et là, ils mettent Mme Régine Laurent qui s'en va défendre. Elle n'a pas défendu la liberté de chacun. Et l'idée que d'avoir la reconnaissance faciale, c'est un affront à notre liberté. Non, elle défend les Noirs. On est dans l'absurdité totale.
Es-tu encore dans le même discours de Black Lives Matter? Bien, elle s'en allait là. Si tu lui donnes un autre 2 minutes. L'idée, c'est que c'est la reconnaissance faciale le problème. Et l'autre problème, c'est que la SAC, ça ne fonctionne pas, leur système, depuis quelques années. Et qu'on continue à avancer le dossier de on va tous vous ficher de façon numérique et on va pouvoir vous reconnaître sur la rue. C'est à peu près ça, là. Alors, c'est Big Brother qui s'instaure et ils ne prennent pas une analyse ou une analyste pour venir en parler. Ils parlent de quelqu'un qui dit « Ah, ben toi, étant noir, il y a un petit problème technique. » C'est absurde. On est en train de parler du bouton au lieu de parler de l'ensemble du problème. Oui, c'est sûr. Professeur Rigaud, pourquoi pensez-vous, vous, que la SAC met en œuvre ce projet de reconnaissance faciale? Effectivement, on peut toujours s'inquiéter du fait que ça découle d'une stratégie plus générale. Puis moi, je ne comprends pas qu'on puisse procéder dans des directions comme ça en étant insensible aux craintes des citoyens. En d'autres termes, si on veut proposer quelque chose comme ça, il faut qu'on ait des balises et des certitudes et des limites vis-à-vis de la manière dont on va utiliser cette information-là. Puis ça, c'est une tendance très répandue, par exemple, chez les ingénieurs, qui pensent que quand on peut acquérir des données, après ça, on peut faire ce qu'on veut avec. En d'autres termes, ils sont beaucoup plus concentrés sur le processus d'acquisition que sur la moralité du processus des informations elles-mêmes. En d'autres termes, moi, je trouve ça scandaleux qu'ils n'aient pas été préparés totalement à annoncer les balises de l'utilisation avant d'annoncer le projet. Oui. Est-ce qu'un projet comme ça, ça vient justifier justement la rapidité et le lobby des compagnies cellulaires à implanter la 5G, la 6G pour pouvoir faire en sorte que ça puisse rouler sur une technologie comme celle-ci? Bien, à chaque fois qu'on a une technologie nouvelle, cette technologie-là, elle apporte une certaine libération. Après ça, elle apporte une certaine gestion. Après ça, elle apporte une certaine surveillance. Après ça, elle apporte une certaine manipulation. Après ça, elle apporte une certaine oppression. Ça fait que finalement, il faut toujours être conscient de, techniquement, les avancées techniques, où ça nous mène. Donc, le gouvernement ne devrait pas être naïf vis-à-vis de ces choses-là. Donc, de dire, on veut juste faire le ménage, faites-nous confiance. On n'est pas là pour faire confiance. On le vit avec le COVID de toute manière. C'est ça. Ça, c'est l'aberration d'avoir dit qu'ils voulaient faire le ménage entre les photos. Hein? C'est complètement absurde. Et ça montre qu'ils ne sont pas organisés. Là. Il y a du grand Éric Kerr derrière ça. C'est complètement improvisé. Et ça, c'est la base. Quand on va à une élection, là, on va voter, on nous demande notre permis de conduire ou notre carte d'assurance maladie. Donc ça, c'est la base de l'identifiant bionumérique. Et on vous dit qu'on va prendre votre reconnaissance faciale. C'est ça, la biométrie. En partant, il y a les risques de l'œil qui rentrent là-dedans et tout le reste. Ils traitent ça comme une banque de photos. Je pense qu'ils pensent que c'est des PDF, leur affaire. Richard, comment tu interprètes le fait que la présidente de la Commission d'accès à l'information réclame un débat public sur ce projet, puis comment ça se fait qu'on ne prend pas en considération ce qu'elle demande? Parce qu'elle n'existe pas dans la structure actuelle. On a un gouvernement qui agit en dictature depuis 2020, et pas que le gouvernement Legault. Tous les gouvernements en Occident agissent de la même façon. Et toutes les structures qui ont été développées dans le passé pour avoir un check and balance, là, pour qu'on puisse avoir un certain contrôle, pour avoir un semblant de démocratie, ont pris le bord depuis 2020, au point où on marche par sondage. On voit là, maintenant que le gouvernement Legault commence à en arracher un petit peu au niveau des sondages. Bien, ça n'a pas l'air à trop l'inquiéter beaucoup. Et pourtant, tout le reste de la structure gouvernementale qui a été mise en place, on dirait qu'il prêche dans le désert. On parlait de droit tout à l'heure par rapport à l'autorité parentale, il me semble que c'est clair. L'autorité parentale par rapport à un mineur, tu n'as pas besoin d'aller plus loin dans le détail pour comprendre qu'on vient d'usurper un droit fondamental. Absolument. Sans débat, sans discussion. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir des structures comme ça qui viennent réclamer des débats. Il n'y en a pas de débat, il n'y en aura pas de débat. Et la preuve, c'est qu'ils ont mis Éric Kerr en charge de ce projet casse-cou-là, parce que c'est le pire des projets. Ça fait 30 ans qu'on parle à l'assurance maladie de faire une base de données numérisée et que c'est refusé sur la base de l'atteinte à la liberté des gens. Pourquoi? La technologie, elle existe depuis très longtemps, comme le professeur disait tout à l'heure. La technologie est en avance, elle est développée, et après ça, il faut la maîtriser dans un cadre moral. Mais moral sur quel fondement? Oui, absolument.
Professeur Héroux, vous l'avez énoncé d'entrée de jeu avec votre analyse sur des technologies, mais comment évaluez-vous les risques potentiels sur la vie privée et les droits individuels associés à ce projet? Bien, une réponse générale, c'est que je vois une tendance à banaliser des choses importantes et fondamentales. On veut cacher je dirais, un grignotement de la liberté individuelle sous la forme d'un ménage de photos. C'est un peu ridicule. Puis un gouvernement qui procède comme ça trahit la moralité qu'on devrait voir chez les politiciens. Absolument, absolument, absolument. T'en penses quoi, toi, Richard, de ton côté? Bien, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord que ce qu'on nous présente là, c'est même pas des excuses. C'est presque de l'improvisation digne de la Ligue nationale d'improvisation, au sens où on n'arrive pas avec un argumentaire qui pourrait tenir la route. On arrive avec une banalité de faire du ménage dans les photos. Et d'ailleurs, la critique du Parti libéral, là, qui s'est distinguée pas mal à travers cette entrevue-là, chapeau, elle a fait une bonne analyse en un instant, puis elle avait le ton, là, elle disait, écoutez, prenez-vous pour des valises. Ouais. Alors, je pense qu'elle a été rencontrée, elle, par, pas son chef, parce qu'ils sont complètement perdus, mais chez les libéraux aussi, ils reçoivent des directives des mêmes endroits. Elle va sûrement se faire dire, occupe-toi donc de tes dossiers à l'avenir. Absolument. On demeure toujours parce que je veux parler de plusieurs dossiers avec vous ce soir, on demeure toujours dans ce contrôle totalitaire que cherche à implanter nos gouvernements. On apprenait il y a de cela quelques jours que dans le cadre d'une initiative majeure visant à prendre le contrôle de la liberté financière du public, le Canada, et je cite l'article, brancherait les comptes bancaires des citoyens à un score de crédit social à leur insu pour prendre le contrôle de la liberté financière du public. Le système bancaire sera transformé par un cadre dit de banque ouverte. Je vous ai préparé une vidéo à ce sujet. On en reparle par la suite. L'open banking, qu'est-ce que c'est? En français, la traduction d'open banking serait le système bancaire ouvert. Le terme désigne la technologie qui permet aux banques de partager certaines de leurs données, à la fois entre elles, mais aussi avec d'autres acteurs du secteur financier. La technologie repose sur l'API, qui permettent à des développeurs d'intégrer des données et des services proposés par des tiers au sein de leurs propres applications. Quelles données sont partagées? Les entités qui utilisent majoritairement l'open banking sont les banques elles-mêmes, mais aussi les fintechs. Elles utilisent généralement, parmi les données des banques, la localisation géographique des agences bancaires, la localisation des points de retrait, les différents services que proposent les agences, mais aussi les données relatives aux clients. Sur ce dernier point, pas d'inquiétude à avoir cependant. Ces données sont obligatoirement partagées dans l'open banking, mais le règlement général sur la protection des données impose des règles strictes aux établissements bancaires pour préserver les droits des utilisateurs. Quels sont les avantages de l'open banking? Pour les utilisateurs, l'open banking permet une meilleure expérience. Un client peut ainsi désormais avoir sur une même interface accès à tous les services et les produits du marché, et cela qu'ils soient proposés par sa propre banque ou bien par des concurrents. L'ouverture des systèmes d'information stimule ainsi la concurrence et devrait donner naissance à des services de plus en plus innovants. Professeur Héroux, on vient d'entendre une petite vidéo sur une brève explication de ce qu'est la banque ouverte ou ce qu'ils appellent en France le open banking. Mais c'est quoi au juste un système bancaire dit de banque ouverte ou de open banking concrètement? Bien, je voudrais vous répondre avec la langue de bois, comme ce qui a été utilisé dans ce commercial-là. Parce qu'en réalité, ce qui reste, c'est open. Hein? C'est tellement open. Puis, tout ce qu'on explique par après, c'est relativement vague pour permettre aux gens qui sont derrière, finalement, de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Puis, quand les politiciens ne nous donnent pas de détails sur leur projet, c'est pour le même motif. C'est pour, effectivement, garder les mains libres. Quand vous parlez du crédit social, vous ne parlez pas du parti de Réal Cahouette, hein? Non, vous parlez de quelque chose de plus compliqué, de plus récent, de plus dépendant de l'informatique compliquée que le gouvernement va nous imposer, puis dont on ne sait absolument rien. Donc, on ne veut pas dire clairement à la population ce qu'on fait, à mon avis.
Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre les banques ouvertes, le open banking, puis justement le fait qu'on veut aller avec SACLIC puis la reconnaissance faciale? Bien, tout ça, c'est basé, en fait, sur des transferts informatiques dont le gouvernement veut se saisir pour augmenter son autorité aux dépens de la liberté de l'individu. En d'autres termes, vous n'avez plus de conscience, on vous contrôle avec du logiciel et vous êtes un individu avec une valeur absolument un peu comme une fourmi, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui rêvent de ça, de contrôler la société, et l'ordinateur leur donne l'occasion, l'outil idéal, parce qu'on ne peut pas argumenter avec un ordinateur, on peut argumenter avec une personne, mais on ne peut pas argumenter avec un logiciel. Le programmeur est trop loin. Ouais. Richard, quel pourrait être l'impact de l'open banking sur la société et la population? On comprend très bien où ça s'en va. Hein? C'est la numérisation. L'identifiant numérique, là, ça semble être un concept vague. C'est pas compliqué. À partir du moment où j'ai ton visage, à partir du moment où j'ai ton compte bancaire, et on a vu à Ottawa qu'est-ce qu'ils ont fait avec les comptes bancaires de ceux qui ont stationné leur camion dans la rue, c'est ce qui va arriver. C'est que le crédit social, c'est un contrôle total de l'individu basé sur un crédit et non plus une monnaie, c'est-à-dire on ne reçoit pas de l'argent comptant qu'on dépense à notre guise. Maintenant, vous avez un crédit numérisé qu'on peut vous enlever comme on veut. Alors, on vous a dit en 2020 de ne pas prendre les injections. Ceux qui les ont pris en font les frais aujourd'hui. On vous dit maintenant, refusez tout identifiant numérique. Et ça veut dire tout. Donc, à partir du permis de conduire jusqu'au passeport et tout le reste, restez au niveau où c'était avant 2020 parce qu'ils s'en vont dans un seul fichier. Et quand il parlait tout à l'heure de banques ouvertes avec les institutions financières, c'est certain que quand vous allez renouveler votre assurance, ils vont savoir votre vie au complet. Actuellement, ils nous demandent si on a eu des accidents quand on renouvelle notre police automobile. Et moi, je leur réponds tout le temps, bien, vous le saviez mieux que moi, vous l'avez devant vous dans votre ordinateur, mais vous n'avez pas le droit, selon la loi, de le dire. Vous me le demandez, et quand je vous dis que j'ai 2 accidents, vous me dites non, vous en avez 3. Alors, ils ont accès à une partie d'information. Là, ils auront accès à tout. Et l'assureur pourra vous refuser de vous assurer en disant, écoutez, vous avez des défauts de paiement de votre hypothèque, etc., parce que tout va être interrelié. Et rajoutons à ça, parce que ça viendra, votre dossier de santé, qui va être aussi numérisé, parce que c'est ce vers quoi M. Kerr s'en va. Ils se servent du permis de conduire pour aller vers le dossier santé, et on vous refusera une assurance parce que vous faites trop de cholestérol. Est-ce que, Richard, l'open banking serait une étape de plus vers l'élimination, par exemple, de l'argent liquide, facilitant ainsi le contrôle total des gouvernements sur toutes les transactions et les suppressions de tout format d'anonymat financier? C'est pas une question, ça, c'est une réponse que tu viens de donner. C'est exactement ça. Tu viens de donner le programme, mais c'est pas comme ça qu'il le présente. Je suis d'accord avec M. Leroux pour dire que ce qui est présenté, c'est du langage d'ingénieur qui nous explique la plateforme. C'est pour ça qu'on veut savoir, nous. On veut connaître quelle est la philosophie derrière, vers où ça s'en va, et vous prenez votre moralité à quel endroit, parce qu'il n'y a aucune morale sur ce qu'on a connu pendant des milliers d'années. Tout a été révolutionné depuis 2, 3 ans, 4 ans, et on doit partir de là, comme on le fait avec le transgenre et tout le reste, parce que c'est une invention, tout ça, qui nous est imposée comme une nouvelle moralité. Nouvelle normalité. Je pense qu'on est dans les mêmes eaux. Oui. Des fois, j'aime ça donner une réponse pour avoir de l'air intelligent, moi aussi, de mon côté. Mais tu vois, tu as tricoté une réponse alentour d'une question-réponse que je t'avais déjà donnée. Fait que t'es fort, Richard. C'est vraiment excellent. Professeur Héroux, les partenariats entre les banques et les entreprises technologiques dans le cadre de l'open banking sont-ils le début d'une collusion entre les pouvoirs financiers et technologiques pour exploiter les citoyens et manipuler leur comportement économique? Mais c'est complotiste, ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous la pose à vous. En réalité, là, je pense que les gouvernements sont victimes des capacités techniques que peuvent leur offrir les moyens informatiques. C'est merveilleux ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Puis, malheureusement, dans leur enthousiasme pour réduire leurs coûts, pour rationaliser leurs opérations, ils oublient en fait les valeurs fondamentales qui devraient les guider, le respect des gens qui leur ont donné le pouvoir. Puis moi, je pense que cette coalescence en un seul endroit de tant d'informations est quelque chose qui est extrêmement risqué, que les gouvernements, peut-être qu'ils veulent procéder dans la rationalisation de leurs opérations, mais ils doivent absolument nous informer
de manière certaine par des lois, pas par des déclarations vagues, des balises et des limites qui vont être imposées au trafic de ces informations-là entre les banques et entre les institutions gouvernementales. Et croyez-vous qu'ils sont capables d'adopter les lois pour les restreindre à des comportements... Ils ne veulent pas parce que, sans loi, ils ont le loisir de faire ce qu'ils veulent. Ouais. C'est de la flexibilité. En politique, c'est ça qu'on aime. Mais pour nous, c'est une catastrophe parce qu'on va être victime des initiatives de gens qui sont au pouvoir et qui oublient beaucoup de choses fondamentales. Enfin, on va être victime des initiatives totalitaires que nos gouvernements sont en train de prendre, méprisant ici la population. La première question que les élus devraient se poser, c'est aurons-nous besoin des élus avec la technologie qui se développe à vitesse grand V actuellement? Moi, je pense que la réponse est non. Ouais. Parce que si moi, comme citoyen, à Gaspé, je peux accéder à un État numérisé à 100 à travers des systèmes qui répondent intelligemment, et on est là avec l'intelligence artificielle actuellement. Le gouvernement peut prendre un virage d'intelligence artificielle. Pourquoi j'appellerais mon député? Ça ne sert plus à rien. Et si j'arrive avec l'intelligence artificielle et que je n'ai pas ma réponse satisfaisante, bien, ce sera ça et c'est tout. Alors, on va détruire l'ensemble du mode de représentativité qu'on a bâti, sur lequel on se bat encore pour essayer de défendre l'indéfendable, comme ce que vous venez de défendre avec l'avocat tout à l'heure. Mais c'est très, très grave ce que vient de dire Richard. Parce que, évidemment, ce qu'il nous Quand dit, Richard c'est que... parle, c'est toujours grave. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, c'est une compétition entre le peuple et les élus. En d'autres termes, le peuple dit, on n'a pas besoin d'élus. Les élus nous disent, on n'a pas besoin du peuple, on a juste besoin d'une banque de données. Ouais. Qui a besoin de qui? Les élus n'étant plus élus, ils sont le peuple et ils vont faire les frais autant que nous autres. Et c'est ça le drame. Le diable devant ses enfants, ils vont le savoir de hard way. Absolument. Question de vous remplir les verres d'eau, mes chers messieurs. On passe à une pause publicitaire et on se retrouve de l'autre côté de la pause. C'est bien. Restons dans ce concept de surveillance totalitaire sur la population du monde et parlons maintenant de géofencing. En 2017, le gouvernement suédois a lancé un projet visant à créer des villes plus sûres. Évidemment, on met toujours de la crème alentour de l'enrobage pour pouvoir dire des buzzwords en marketing. C'est vraiment important d'utiliser la bonne terminologie en marketing. Donc, visant à créer des villes plus sûres et plus durables à l'aide du géofencing. Ce projet a donné lieu à un plan d'action commun élaboré par l'administration suédoise des transports, la ville de Stockholm, la ville de Gothenburg, Scania, Veoneer, Volvo Cars et Volvo Group. Le nouveau plan d'action pour le géofencing a été créé pour rendre les villes plus sûres, tout en réduisant la pollution de l'air et le niveau du bruit. Les mesures prévues dans le plan d'action contribuent à améliorer l'accessibilité grâce à un rythme de circulation plus calme et plus régulier. Encore là, je vous ai préparé une vidéo. Mais que c'est beau ce que tu dis. Mais je sais, c'est beau. C'est pour ça que je prends le temps de vous le dire. Mais on regarde la vidéo et on commente tout ça ensemble par la suite.
Professeur Héroux, on vient de voir une super belle vidéo qui expliquait dans les grandes lignes c'était quoi le géofencing, mais plus concrètement, c'est quoi le géofencing? Bien, c'est de savoir où sont les gens, Ouais. puis de savoir où sont les objets, puis de contrôler l'arrivée des gens dans les objets. Ouais. Donc, ça, c'est une prescription très, très, très générale qui peut avoir toutes sortes d'applications. Surtout qu'initialement, professeur Héroux, on utilisait le géofencing, parce que c'est pas d'hier qu'on utilise le géofencing. Puis juste pour que les gens puissent comprendre, là, Pour Starbucks. Oui, c'est ça, pour Starbucks notamment, mais pour que les gens puissent comprendre, géofencing, c'est géolocalisation clôture. Donc, c'est une clôture de géolocalisation pour savoir où on est, puis contrôler les allées et venues des gens. Mais initialement, le géofencing était utilisé, par exemple, vous l'avez dit, Starbucks. Ça veut dire que si moi, je me promenais sur la rue, et il y avait cette clôture de géolocalisation-là devant le Starbucks, une clôture de géolocalisation virtuelle. Et j'ouvre mon téléphone pour aller sur Internet, puis je rentre dans la clôture ou le terrain de Starbucks. Bien, en ouvrant mon téléphone, je recevais plusieurs publicités m'incitant par le biais de promotion à entrer, par exemple, chez Starbucks pour m'acheter un café. Mais ce qui était créé initialement pour un marketing publicitaire est devenu hyper convoité par les villes pour pouvoir l'implanter. Et je me demande, Richard, même s'il n'y a pas un lien, on parle de plus en plus, puis justement dans ces endroits-là, on parle de villes de 15 minutes, villes 15 minutes, beaucoup plus qu'ici. Mais on commence à en parler ici. On se souviendra que la mairesse de Montréal, Mme Plante, fait partie du comité mondial des villes 15 minutes, là. Pas juste elle. Tous les maires sont là-dedans. Là, c'est très trendy de se faire payer des voyages pour aller dans des conférences où on se fait dire quoi penser. Mais le géofencing, la clôture virtuelle, c'est la mini-matrice. Ouais. On est en train d'implanter la fameuse matrice qui va nous gouverner mondialement. Et on commence comment? Bien, on commence là où ça doit se faire, c'est-à-dire par des communautés. Et comme tu le dis, ça a été développé au niveau marketing. C'est passé comme une lettre à la poste. Quelle technologie extraordinaire! Et une fois que tout le monde est habitué, bien après ça, on va dire, ah, là maintenant, il y a des restrictions. Non pas pour vous empêcher d'être libre, mais pour sauver la planète. Et parler aux moins de 30 ans, ils sont tous dans ce discours-là. Ils sont complètement le cerveau lavé, la plupart, par rapport à sauver la planète, qui n'a pas besoin d'être sauvée, là. Ouais. C'est une invention qui nous amène à dire, ben oui, je vais me restreindre dans ma zone de ville 15 minutes, que j'appelle. 15 minutes. C'est très, très bon. Professeur Héroux, vous êtes un technologue extraordinaire. Vous donnez des conférences partout à travers le monde et vous écrivez même des papiers là, que vous m'avez dit cette semaine qui sont remis notamment à tout le clan de Robert Kennedy Jr. et tout ça. En plus, vous êtes derrière, je crois, la chaire de médecine de McGill University à Montréal. Le géofencing est-il réellement conçu pour la sécurité publique ou c'est un prétexte pour augmenter la surveillance puis le contrôle du gouvernemental sur les citoyens en traçant leurs mouvements sans consentement explicite? Moi, je pense que c'est irrésistible pour les gouvernements d'étendre leur pouvoir. Ouais. Et comme vous dites, ils enrobent cette soif de pouvoir-là dans des motifs qui sont à la mode, comme il faut absolument, n'est-ce pas, combattre le réchauffement de la planète, il faut combattre le crime, n'est-ce pas? Mais moi, ce qui me fait le plus peur là-dedans, c'est ce que Richard a mentionné. Il dit « les jeunes embarquent là-dedans Ouais. ». Et moi, j'ai peur de l'effet ratchet. Rochet en français qu'on dit, un rochet, hein, comme ça. C'est qu'on habitue de plus en plus les gens à respecter des limites qui sont imposées par des systèmes. Au point où, avec l'évolution du temps, les gens vont penser que c'est totalement naturel d'être contrôlés totalement par l'extérieur. Moi, là, à McGill, à l'endroit où je travaille, bien, il y a un paquet de limites. Il faut montrer sa carte pour entrer en classe. Il faut montrer sa carte pour avoir accès à ceci ou à cela. Bien, ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Je pense qu'on est en train de lentement programmer les nouveaux humains pour devenir essentiellement des fourmis qui répondent aux ordres. Des esclaves? Oui, plus ou moins des esclaves. Mais il y a des gens qui bénéficient de ça, mais ce ne sont pas les fourmis, et ce ne sont pas les esclaves, et ce ne sont pas les citoyens. Et j'ai peur qu'effectivement, il y a des générations jeunes qui soient portées à accepter ces choses-là parce qu'ils ne connaissent pas la liberté. Ou bien ils l'accepteront, hein, ils l'acceptent de plus en plus, mais les plus vieux comme nous qui résistons,
On est déjà en train de se faire imposer une clôture virtuelle. Hydro-Québec nous a installé des compteurs intelligents. Ils vont savoir à quelle place qu'on est dans la maison en temps réel. Ils savent quel appareil on utilise en temps réel. Ils vont pouvoir décider, on l'a vu avec notre ami Fitzgibbon, vous laverez votre vaisselle à minuit le soir, etc. Ils commencent à faire des tests pour voir comment la population réagit. Elle ne réagit pas. Ils avancent le plan. Alors oui, les jeunes sont déjà un peu insensibilisés, c'est normal, parce que l'autorité leur a enseigné ça. Les parents ne se sont pas levés debout, donc n'ont pas montré à leurs enfants qu'il fallait se tenir debout contre l'atteinte aux libertés. Et là, on est en train de passer dans le tordeur, sans compter l'effet des injections qui commencent à se faire ressentir. Tout le monde est malade, tout le monde a des problèmes avec le travail, le stress. Je me suis fait engueuler la semaine passée sur la rue par une femme qui devait être quelqu'un de très élégant, j'imagine, avant la période dans laquelle on est, qui m'engueulait comme du poisson pourri. J'étais estomaqué. Et là, on voit un niveau de stress. Et tous les gens que je parle qui travaillent avec le public disent « On a tellement de stress. » Les médecins me disent « Il y a tellement de maladies qui ressortent. » Tout ça est en train de converger vers le même endroit. Et on arrivera avec des solutions technologiques pour nous faciliter la vie parce qu'on nous l'a créé de façon merdique depuis 4 ans. La liberté, là, elle a de la valeur quand on l'a perdue. Et malheureusement, quand on la perd progressivement, il est trop tard quand on essaie de la récupérer. Donc, il faut être vigilant. Absolument. Des fois, il faut perdre quelque chose pour réaliser ce qu'on avait. Vous avez tout à fait raison. Professeur Héroux, vous êtes habitué avec les bases de données, en quelque sorte. Qu'adviendra-t-il des données collectées par le géofencing? Est-ce qu'ils vont être vendus à des tiers ou être utilisés pour profiter, par exemple, des citoyens? Ou qu'est-ce qui peut arriver avec ces données-là qui sont collectées? Bien, vu qu'il n'y a pas... je pense que c'est notre premier ministre qui favorisait le partenariat public-privé. Avec les Big Pharma. Bon. En d'autres termes, quand le gouvernement admet qu'il doit profiter d'opportunités, d'occasions commerciales, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de barrière entre les deux. Donc, ça veut dire que le gouvernement, pour toutes sortes de motifs, pourrait décider de vendre les données du public pour toutes sortes de raisons. Et moi, je pense qu'on ne doit pas aller dans une direction pareille sans avoir des balises absolues. Et je pense que le partenariat public-privé, qui est montré comme une économie, c'est un grave risque lorsqu'il y a des banques de données comme ça qui sont constituées. Oui, mais en même temps, vous le dites, si nos données bancaires, pour tous ceux et celles qui étaient chez Desjardins et Equifax, ont fuité. Les données médicales de nos enfants ont fuité. C'est rendu la propriété même de l'école. Alors, qu'est-ce qui nous dit que nos données, aujourd'hui même, on parle de nos identités sur Facebook, nos données sont parties, nos données, ça serait utopique de penser que nos données ne se promènent pas, là. Dès que tu es rendu dans la sphère Internet, tes données, je regrette, ils ne t'appartiennent plus, là. Ils appartiennent à un tiers, puis ce tiers-là, même s'il te fait signer des contrats, tu ne pourras jamais trouver où sont rendues tes données. On ne peut pas les effacer. En d'autres termes, moi, je considère qu'un droit fondamental dans tout ce trafic de données-là, c'est que les données que j'offre, je peux les reprendre n'importe quand. Mais ce n'est pas l'avis du gouvernement. Eux, ils nous voient comme une cible qu'ils doivent décrire avec le plus de précision possible. C'est ça, exact. Et les motifs exacts ne sont pas connus. Mais ils veulent aussi concentrer toutes les données, les croiser. C'est ça le problème. De croiser les données de santé avec les données financières, bancaires, avec les données automobiles. Vous pouvez imaginer ce que ça va créer. Ça va donner un super pouvoir. Et c'est ce que l'État est en train d'implanter actuellement. Et les entreprises privées qui ont toujours eu de la difficulté à vouloir faire ça, se font dire par le gouvernement, on le souhaite de plus en plus. Et quand on parle de débat privé ou qu'un ombudsman se lève debout pour défendre les droits, ils se font dire de ne pas s'en occuper et de ne pas remplir leur propre mandat qu'on leur a donné historiquement dans les institutions gouvernementales. Oui.
Sans aucun doute, on le voit, là, il y a vraiment un totalitarisme pernicieux qui est en train de s'installer de plus en plus. On le voit, on a parlé de SACLIC, on a parlé de reconnaissance faciale, on a parlé de open banking, on vient de parler de geofencing. On s'en va vraiment de plus en plus dans le goulot d'étranglement qui va nous emmener à perdre vraiment ces libertés-là qu'on jouissait dans le passé. Qu'est-ce que tu en penses, Richard? Même chose pour l'automobile. On est en train d'exiger des fabricants automobiles d'avoir un kill switch, un interrupteur à distance de tout véhicule. Ouais. Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on exige qu'à partir de 2026 ou quelque chose comme ça? Pourquoi on s'en va là? Parce qu'on s'en va vers un contrôle total. Et quand on voudra se rebiffer, quand on se réveillera à moitié mort et non pas mort, et qu'on aura encore un peu de pouvoir, bien, on se fera dire veux-tu que j'arrête ton véhicule? Veux-tu perdre ton emploi? On a contrôlé les avocats et les médecins avec la crise sanitaire. Une absurdité leur a été servie sur un plateau. Ils ne se sont pas levés. Ceux qui se sont levés se sont fait menacer, se sont fait couper la tête. Non seulement ils ne se sont pas levés, ils ont accepté l'augmentation de salaire de 22 à 50 pour les juges. Bien, il y a moyen d'acheter, quand ce n'est pas ton argent, c'est facile d'acheter des réseaux. Mais tous les réseaux de chercheurs qui dépendent du financement se font dire ton financement, est-ce que tu le veux? Donc, ta vérité, tu sais ce que tu peux faire avec. Oui, c'est ça. Une autre nouvelle qui a attiré mon attention cette semaine, puis je vais vous entendre là-dessus, c'est une nouvelle qui parlait d'une augmentation de 1083 en 4 ans de patients sans carte Soleil, sans carte de la Régie d'assurance maladie du Québec. Le nombre de personnes qui ont reçu des soins médicaux sans détenir une carte de la Régie d'assurance maladie du Québec, de la RAMQ, a bondi de 1083 en 4 ans dans des hôpitaux, justement, du Québec. Depuis 2020, le nombre de personnes soignées sans carte de la RAMQ est passé de 218 à 2580 en date du 20 mars 2024. J'ai rapidement fait le lien avec cette nouvelle, avec une autre nouvelle sur laquelle on avait déjà travaillé. On avait envoyé notre caméraman avec un reporter directement sur les lieux d'un hôtel parce que je me suis souvenu que 3000 migrants ont été logés dans des hôtels du Québec. On parle que l'achalandage au chemin Roxham était tel que depuis plus de 3600 demandeurs d'asile avaient été logés et nourris dans 20 hôtels et un site d'hébergement temporaire du Grand Montréal. Richard, comment expliques-tu que parallèlement à l'augmentation significative du nombre de migrants logés à nos frais, nous observons une hausse sans précédent de 1083 du nombre de patients soignés sans carte de la RAMQ dans les hôpitaux du Québec? C'est certain que la corrélation, elle est là. Pourquoi tu n'aurais pas de carte d'assurance santé? C'est à cause du fait que tu es un immigrant qui vient d'arriver. Et on a accepté tellement d'immigrants illégaux en disant on va regarder leur cas plus tard. Bien, il fallait les loger, il fallait les nourrir. Il y a même des débats par rapport à l'accès aux garderies. Alors, c'est difficile d'être pris entre le fait d'avoir une dignité humaine vis-à-vis des humains qui sont ici, mais il ne fallait pas les laisser rentrer. C'est ça le problème, parce que c'était une passoire, le chemin Roxham. Et ça a pris combien d'années? Encore là, c'est l'inaction du gouvernement Legault par rapport au gouvernement Trudeau qui fait en sorte qu'on est pris avec un problème. Et quand Legault, aujourd'hui, se plaint, écoute, il peut bien descendre dans les sondages, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, Trudeau a fait 2 annonces qui interviennent dans les champs de juridiction provinciale. Et tout ce que Legault trouve à dire, c'est on n'est pas d'accord. Ça ne veut rien dire, cela. Un rapport de force, ça s'établit. On parlait tout à l'heure, s'il n'y a pas de rapport de force, qu'est-ce que le gouvernement fait? Bien, il prend tout l'espace. Et là, c'est le fédéral qui est en train de faire la barbe au provincial, parce que le fédéral, lui, a une élection à plus court terme. Mais il a été la cause du problème que tu décris par rapport à l'assurance santé et par rapport au logement et tout le reste. Est-ce que tu vois une corrélation? Est-ce que vous voyez, par exemple, une corrélation entre l'immigration temporaire ou pas au Québec, puis les SACLIC, l'open banking, les passeports santé? Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre ces deux? Bien, l'illégalité a été tolérée pendant des années au niveau des immigrants et c'est devenu une passoire. Ils arrivaient en taxi avec leur valise puis habillés normalement. C'était pas des gens qui étaient torturés dans leur pays. Là. C'était vraiment une passoire pour créer un chaos. Et là, on le voit, le chaos, c'est quoi? On voit la valeur des logements. Là, les gens qui crient parce que le logement est trop cher. Non, mais vous étiez où, il y a 4 ans, pour décrier le chemin Roxham? Ils applaudissaient. Alors, c'est le problème, c'est la population beaucoup plus que les gouvernements, parce que la population a été conditionnée à être des bénis oui-oui vis-à-vis des gouvernements qui nous maltraitent depuis des années. Oui, exactement.
Professeur Héroux, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de cette nouvelle-là qui est sortie aussi dans le mois de mars. On apprenait au début du mois de mars l'approbation des vaccins ARN messagers pour les porcs. Pour les porcs. Quelles sont vos impressions sur l'introduction des vaccins ARN messagers dans l'industrie porcine? Je n'ai pas d'expertise spécifique vis-à-vis de cette industrie porcine-là, mais il semble que l'acceptabilité des vaccins ARN messagers dans la population est un peu en baisse. Donc, il faut que ces entreprises-là qui ont investi des efforts dans le développement de ces vaccins-là trouvent des débouchés. Et je suis ravi du fait que ce soit des débouchés qui ne sont pas humains, parce que ça comportait des risques substantiels. Moi, ce que je ne comprenais pas dans la crise des vaccins, c'est que c'était évident que c'est des vaccins là, contre des choses comme le virus du COVID. On avait essayé d'en développer pendant 20 ans. Ça n'avait jamais marché. Alors, comme scientifique, sachant comment la recherche progresse et piétine dans les laboratoires et combien de temps ça prend pour arriver à des résultats certains, quand Biden dit que c'est safe and effective et que Trudeau dit la même chose, je trouve ça totalement incroyable. Et j'ai peur que les gens qui ont pris cette décision-là vis-à-vis de ces vaccins-là, c'était des gens qui, en fait, avaient des conseils qui étaient donnés par des gestionnaires de l'industrie pharmaceutique avant tout. Donc, si c'est les porcs qui vont ramasser le problème, c'est mieux que ce soit des porcs que des humains. Sauf que les porcs se retrouvent... Dans nos assiettes, c'est ce que je m'en allais dire. Mais Richard, est-ce que selon toi, c'est une façon détournée d'aller récupérer, par exemple, tous ceux et celles qui auraient refusé l'injection en mettant le ARN messager dans notre viande qui finit dans notre assiette, comme tu disais? Mais on a juste besoin d'écouter Bill Gates, qui a dit oui, on voit qu'il y a un recul, les gens sont plus méfiants vis-à-vis des injections depuis qu'ils s'aperçoivent que le monde meurt, là, soyons clairs, ils n'osent pas finir la phrase, mais c'est ça. Donc, on va aller dans l'industrie alimentaire. Ils l'ont dit carrément l'année passée, on l'a diffusé, c'est comme si on parle au mur, mais on va s'en sortir comment? Alors, ce qu'on dit aux gens, c'est il est temps de vous faire un jardin. Là. Il va falloir qu'on prenne des moyens autres. Quand on parle de reconnaissance faciale pour un permis de conduire, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, il va falloir conduire illégalement ou marcher, ou prendre un vélo ou une motoneige. C'est quoi, là? Il faut trouver des moyens tout de suite, avant que ce soit implanté, parce que ce sera implanté. Et la preuve, c'est, là, c'est le porc et le bœuf. On parle de toute l'industrie alimentaire, les légumes, tout y passe, là. Et peut-être c'est en train de se faire présentement. Aux États-Unis, on décrit le fait que c'est fait sans qu'il y ait eu débat public. Ça, c'est la nouvelle formule. Ah, c'est fait sans qu'il y ait débat public. Il n'y en a plus de débat public. Non. Réveillez-vous, on vous l'impose. Oui, exactement. Messieurs, merci. C'était fort agréable d'échanger avec vous ce soir. J'ai vraiment apprécié tous ces échanges. On a fait une belle tournée des nouvelles, d'actualité chaudes. Il y en aurait eu plein d'autres que j'avais mis, mais on a déjà défoncé notre temps. À la prochaine chicane. La prochaine chicane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Richard. Écoutez, on est dans la semaine sainte, la semaine sainte, pardonnez-moi, et je veux vous revenir avec ma conclusion immédiatement après ce court vidéo, puis on en reparle par la suite. Kabilule, Waokulu, Tenau Kishmi, Ilakomi Hiv. On est dans la semaine sainte et je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer juste un extrait de la crucifixion, de la passion. C'est un extrait qui est poignant. Et vous savez, le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, versets 1 à 12, va nous dire ce qui suit. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage.
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous savez, Jean 3,16 va nous dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, dans son cœur, en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains 10, 9 va nous dire « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ce qui est intéressant, ce qui est phénoménal et ce qui est miraculeux, c'est de voir que l'infiniment grand, dans cette semaine sainte, demain, en théorie, il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ était crucifié. Et l'infiniment grand s'est fait infiniment petit pour venir marcher sur sa création. Il a fait ça par amour pour vous, par amour pour le Père, par amour pour l'humanité, afin de racheter l'humanité de tous ses péchés. Un de mes amis a dit un jour, pour que nous marchions dans l'amour de Dieu, il a fallu que quelqu'un fasse face à la justice de Dieu. La justice de Dieu est toujours présente. Mais le fait que quelqu'un subit la justice de Dieu envers l'humanité nous permet aujourd'hui de marcher dans l'amour de Dieu. Jésus a subi la colère de Dieu qui était destinée à vous et moi. Et parce que Jésus a fait face à cette colère-là, qui nous était destinée, aujourd'hui, vous et moi pouvons marcher dans l'amour de Dieu. Puissiez-vous découvrir cet amour à cet effet, puissiez-vous rencontrer ce Jésus. Et si vous voulez vivre une célébration de Pâques, je vous encourage à nous écrire à info@theovox.tv. Samedi soir, dans les bureaux, dans les studios Théovox, nous allons tenir une célébration de Pâques et je vous invite personnellement à être présent. Si ça vous intéresse, écrivez-nous à info@theovox.tv. Nous allons vous donner les informations à cet effet. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne semaine et à la semaine prochaine.